Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci à nos élèves qui nous rappellent les bons vieux temps quand nous étions encore à l'école. Il y a 2 ans, le gouvernement, à travers le ministère des enseignements primaires, secondaires, aujourd'hui enseignement technique et artisanal, c'est la nouvelle appellation avec le nouveau gouvernement. Le gouvernement, disais-je, a interdit, il y a donc 2 ans, l'utilisation des portables dans les écoles par les élèves et les enseignants. En cette période de Covid-19 où les TIC sont utilisés ou doivent être utilisés par les acteurs de l'éducation, et à cette rentrée scolaire, le sujet refait surface. Les TIC à la portée des enfants et jeunes, opportunités ou menaces, c'est le sujet au centre de l'émission Débat Éducation de cet après-midi. J'aurai 2 invités à mes côtés. Je vais vous les présenter d'ici peu. Débat thématique, c'est dans un instant. Les TIC à la portée des enfants et jeunes, opportunités ou menaces, c'est le sujet que nous allons aborder avec 2 invités que je me permets de vous présenter. De ma gauche vers ma droite, j'ai Madame Yao Akotoche Ama, elle est directrice exécutive de l'association Petites Sœurs à Sœurs. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. À ma droite, M. Fadou Kodjo, il est le directeur par intérim de la Maison des Jeunes à Lomé. M. Fadou, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel. Nous allons donc aborder avec vous le sujet portant sur l'utilisation à bon escient ou non par les élèves à des fins ou éducatives ou non éducatives. C'est de cela que nous allons parler au cours de cette émission. Je sais que chacun d'entre vous manipulez ce sujet dans vos différentes organisations. Quand on dit association Petites Sœurs à Sœurs, qu'est-ce qu'il faut y entendre, madame? Ok. Petites Sœurs à Sœurs est une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de la santé des jeunes en général, de la jeune fille en particulier. Et nous travaillons dans 3 domaines précisément, l'éducation et la formation. Et nous faisons également l'éducation, la formation professionnelle des jeunes filles, et nous faisons la promotion et la protection des droits de l'enfant et de la jeune fille. Ok. Alors, M. Fadou, la Maison des Jeunes, pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci. La Maison des Jeunes, c'est une structure publique d'animation de promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, sous tutelle du ministère du Développement la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Alors, l'éducation à la citoyenneté reste un défi pour les autorités. Et du coup, l'autorité a souhaité mettre en place des structures qui permettent aux jeunes de pouvoir se rencontrer, parler des sujets qui les concernent et les préoccupent. Et donc, nous organisons des activités qui rentrent dans le cadre de la promotion de la jeunesse. Activités qui permettent aux jeunes d'être des citoyens capables d'assumer des rôles, mais également des citoyens responsables dans leur communauté. Donc, nous organisons des activités éducatives sur plusieurs thématiques. Nous intervenons dans le domaine de l'accès à l'information aujourd'hui. Le jeune, bien la jeune fille n'a pas toujours cette facilité d'avoir accès à l'information, que ce soit les informations liées à l'emploi, les informations liées à l'éducation, tout le système éducatif. Donc nous organisons ces activités-là où les jeunes se retrouvent, parlent des préoccupations qui les concernent, mais également des activités qui leur permettent de dégager ou bien de pouvoir développer leur talent et leur génie dans tous les domaines de la vie. Ok. Nous avons annoncé, fidèles téléspectateurs, que le sujet, c'est les TIC à la portée des enfants et jeunes, opportunités ou menaces. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, nous allons vous permettre de prendre une fois encore connaissance de cette bande-annonce de sensibilisation sur la Covid-19 à l'endroit des enfants et jeunes. Ah oui, parce que nous ne devons pas oublier que nous avons une responsabilité personnelle de veiller partout où nous sommes, à l'école,
en classe, dans la cour ou dans la communauté, nous devons porter nos cache-nez et nous laver les mains. Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Madame, quand on dit l'éthique à la portée des jeunes, opportunités ou menaces, à chaud, quelle réponse vous allez nous donner? Ok. L'éthique, entendons par là, technologie de l'information et de la communication, constitue aujourd'hui un enjeu, c'est-à-dire comporte des opportunités, des menaces pour les jeunes, surtout en milieu scolaire. Opportunité en ce sens que c'est un canal d'information où les jeunes ont facilement accès à toutes les informations pouvant leur permettre d'apprendre, de faire des recherches, de communiquer avec leurs camarades d'autres établissements, d'autres villes et même d'autres continents. Et avec l'éthique aujourd'hui, on ne parle plus de barrières géographiques. Je m'explique. À l'époque où nous étions sur les bancs, pour faire une recherche, il faut aller dans une bibliothèque. Aujourd'hui, de la maison, le jeune peut avoir accès à tous les ouvrages qu'il veut consulter ou lire. Et pour compléter les recherches des cours qui sont livrés par leurs enseignants, les jeunes peuvent facilement aller à l'information. Et ça leur permet aussi de jouer parce que le jeu contribue également à l'épanouissement des enfants et jeunes. Donc, on ne peut pas ne pas en parler et ça leur permet d'être en contact avec le monde entier. Toutes les informations dont les jeunes élèves ont besoin aujourd'hui, ils peuvent l'avoir en temps réel. Et maintenant, en quoi cela peut constituer donc une menace pour eux? Ça constitue une menace dans la mesure où ils s'en servent non pas à des fins pédagogiques ou éducatives, mais l'utilisent à d'autres fins. Par exemple, ça devient une dépendance parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent avoir les tablettes, les Android, les ordinateurs portables seulement pour jouer. Et quand l'enseignant fait son cours en classe, ils se permettent, malgré l'interdiction faite par le ministère, de ne pas venir à l'école avec les portables, ils se permettent de venir et quand l'enseignant fait son cours, ils baissent la tête et regardent des images ou des vidéos qui ne contribuent pas à leur épanouissement. À travers l'éthique, ils s'exposent aujourd'hui
à la violence, C'est ça. à la cyberviolence sous toutes ses formes. Et on peut utiliser même leurs identités puisque chaque fois ils partagent des données personnelles qui peuvent être utilisées par des individus mal intentionnés pour nuire à leur personne. Et quand nous prenons les jeunes filles, puisque nous travaillons avec les jeunes filles, elles font l'objet de violences à travers les tics. Les gens peuvent les menacer, faire pression sur elles pour avoir des faveurs sexuelles. C'est ce que nous appelons le cyberharcèlement. Et c'est légion aujourd'hui. Les jeunes eux-mêmes utilisent ces tics pour produire des images, des vidéos qu'ils partagent sur les réseaux sociaux qui peuvent être utilisées contre eux. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'année académique 2019-2020. C'était en juillet dernier. Et nous avons assisté à la publication de vidéos à caractère sexuel qui a entraîné une tollée générale qui nous a interpellés en tant qu'acteurs de l'éducation à prendre en main la question pour mieux sensibiliser nos élèves. Merci madame. Monsieur Fadou, vous êtes de la Maison des Jeunes. Alors, quand on dit TIC en tant qu'opportunité ou menace, quel est le complément, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Alors, quel est le complément que vous apportez? Oui, ce que peut-être je vais apporter, comme elle a déjà dit, comme toute médaille, l'éthique présente des aspects positifs et des aspects négatifs. Tout dépend de l'utilisation qui est faite. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des outils formidables à notre portée qui sont l'éthique, mais je crois que c'est l'utilisation qui détermine si ils sont bénéfiques pour nous ou ils constituent des dangers pour les jeunes. Donc, je crois que c'est oui, l'éthique présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, comment vous expliquez que certains d'entre eux, les enfants et jeunes, utilisent ces tics qui sont à leur portée à bon escient, donc à des fins éducatives, à des fins pédagogiques, ce qui est d'ailleurs recommandé, mais d'autres, par contre, ne le font pas ainsi. Alors, comme vous êtes de la Maison des Jeunes, vous échangez souvent avec les jeunes, est-ce que vous avez eu à leur poser une fois ce genre de questions? Oui, je crois que tout dépend d'abord de la responsabilité de l'enfant, bien du jeune. C'est vrai que du jour au lendemain, on est là et avec le progrès technologique, on est en face des outils qui nous permettent de faire plusieurs choses à la fois. Maintenant, c'est l'éducation et la conscience des jeunes qui leur orientent dans les pratiques sur ces outils-là. Donc, quand vous discutez avec les jeunes, c'est vrai qu'au-delà, il faut arriver à entourer l'utilisation de ces outils d'une éducation numérique formelle. Parce que c'est vrai que même les acteurs, nous les acteurs de l'éducation, ou bien dans le domaine de l'éducation non formelle, nous devons avoir des séances de recyclage, d'abord sur l'utilisation de ces outils-là. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On n'a pas toute cette facilité de comprendre tout ce qui est antique dans le fond. Mais chacun se débrouille avec ce qu'il a à la main. Et voilà, on s'expose par là à des dangers et à des situations qui n'honorent pas les jeunes, bien les enfants. Il se trouve que malgré l'interdiction des portables par le gouvernement, donc depuis 2 ans, les portables continuent de circuler dans les salles de classe. Ah oui? Et nous avons saisi l'occasion d'une rencontre organisée par l'association Petits Sœurs à Sœurs à Agou pour tendre le micro aux surveillants et à certains élèves qui confirment bel et bien que dans la plupart des classes, les élèves apportent effectivement le portable. Parfois, les élèves amènent ça dans la classe, mais d'autres éteignent ou d'autres enregistrent le cours. En cas où le professeur est absent, d'autres manipulent ça. Quand on fait le cours, d'autres sont concentrés, mais ton sonnerie de portable peut nous distraire, on ne peut plus comprendre. Pendant la récréation, tu peux utiliser ça comme tu veux. On avait dit que c'est pas bon d'utiliser ça en classe.
les élèves l'ont confirmé, la mesure ou les dispositions prises par le ministère, eh bien, dans la plupart des établissements, ce n'est pas suivi. Et si ce n'est pas suivi, c'est de la responsabilité de ceux qui incarnent la discipline au sein de l'école, c'est-à-dire les surveillants, censeurs et chefs d'établissement. C'est à eux de veiller à ce que le respect de ces dispositions prises par le ministère il y a 2 ans soit strictement respecté par chaque élève. Si ce n'est pas respecté, eh bien, les sanctions doivent suivre logiquement. Logiquement, les sanctions doivent suivre. Alors, madame, je voulais savoir, est-ce que les TIC, les terminaux, l'Android et autres là, est-ce que cela fait partie des fournitures scolaires? Je dirais non. Les terminaux ne font pas partie des fournitures scolaires, mais peuvent venir en complément. À la rentrée, je ne peux pas, en plus des fournitures habituelles, ajouter par exemple un Android à la liste des fournitures de mes enfants. Mais, comme le dit la loi, je peux le mettre à sa disposition. Aujourd'hui, on ne peut plus refuser à son enfant d'utiliser les TIC, même la télé à la maison. Il faut que cela soit réglementé peut-être par un contrat où l'enfant sait que c'est ce que mon parent me demande et en contrepartie, je peux avoir accès à un Android à la télé. Parce que dans certains ménages, à la rentrée, on coupe tout. Mais tout cela participe à l'éducation, à l'épanouissement de l'adolescent ou de l'enfant. Donc, les TIC ne constituent pas une fourniture scolaire, mais peuvent venir en complément dans la mesure où l'enfant peut s'en servir pour faire des recherches, pour compléter son apprentissage. Tout à fait. Comment vous expliquez que certains élèves, malgré tout cela, continuent de l'introduire dans leur salle de classe? Ok, merci pour la question. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Je prends le cas des acteurs qui interviennent dans l'éducation de l'enfant, de la maison jusqu'au niveau de l'école. Il faudra justement faire un travail de conscientisation par rapport à l'utilisation de ces TIC-là. C'est vrai qu'au-delà du caractère éducatif que constituent ces outils, ils constituent également des occasions de divertissement et de loisirs pour les jeunes. Donc, comme vous comprenez que les enfants, leur activité favorite, c'est le divertissement. Donc, même au-delà de tout ce qui est interdiction, ils trouvent toujours des moyens pour pouvoir le faire. Donc c'est là où interviennent tous les acteurs pour pouvoir leur expliquer le pourquoi les gouvernants ont décidé d'interdire l'utilisation de ces outils dans la classe. Donc je crois que c'est vrai que c'est interdit, mais il faut des mesures, des actions qui expliquent mieux les raisons qui ont motivé les gouvernants à pouvoir interdire l'utilisation. Alors vous êtes en contact permanent avec les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un document indiquant comment un enfant ou un jeune doit utiliser le portable? Oui. Le mode d'emploi à des fins éducatives. Je pense que oui, nous sommes en contact avec les jeunes, certes, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un document bien établi sur l'utilisation des outils numériques aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'on recueille des informations de gauche à droite pour pouvoir avoir les meilleures pratiques dans le domaine, mais il n'y a pas un manuel d'utilisation pour ces outils-là. Oui, maintenant, en tant que responsable de la maison des jeunes, est-ce que vous trouvez, au vu de tout ce qui se passe, est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un manuel d'utilisation des TIC à des fins pédagogiques, à des fins éducatives? Oui, c'est même parallèlement peut-être aux manuels qui peuvent exister. Nous, par exemple, à la maison des jeunes, nous organisons des séances de causerie autour de ces thématiques-là pour expliquer aux jeunes comment ils peuvent utiliser efficacement ces outils qui sont à leur portée. Donc, au-delà même du manuel, il faut des actions de sensibilisation, de prise de conscience, d'abord à l'application de ces manuels-là dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on va
lutter pour peut-être avoir un manuel qui retrace les meilleures pratiques, mais au-delà d'avoir le manuel, il faut quand même continuer par échanger avec les jeunes sur l'utilisation de ces outils. Madame la directrice de l'association Sœur à Sœur, l'État interdit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la mesure ou la décision n'est pas suivie par les acteurs de l'éducation dans les différentes localités? Ok, merci beaucoup. Je crois que quand il y a une loi, il faut une vulgarisation. La décision a été prise, il faut faire en sorte pour que tous les acteurs de l'éducation puissent avoir connaissance de cette loi, en commençant par les chefs d'établissement, les élèves eux-mêmes. Et en cela, ils peuvent participer à la mise en œuvre ou bien à la mise en pratique de cette disposition. Peut-être les gens savent qu'on a dit que le portable est interdit à l'école et ça s'arrête là. Je crois que de nos jours, il faut demander peut-être aux intéressés eux-mêmes de dire comment ils veulent mettre en œuvre cette disposition du ministère et demander aussi aux enseignants, parce que vous allez constater que l'enseignant est en train de faire son cours et puis son portable sonne, il se permet devant les élèves de décrocher l'appel, de parler et de reprendre son cours après. Devant cette situation, que voulez-vous que les élèves fassent? Donc il faut que tous les acteurs soient sensibilisés, informés sur cette disposition et prennent des décisions. Il faut que le parent aussi sache que si on saisit le portable de son enfant à l'école, il n'a pas à se plaindre. Nous sommes membres du comité des parents d'élèves dans des établissements que fréquentent nos enfants. On assiste parfois à des comportements de certains parents qui laissent à désirer. L'enfant qui manipule le portable en groupe avec ses élèves, quand l'enseignant est en train de faire son cours, on saisit le portable et il se permet de dire que c'est lui-même qui a offert le portable à son enfant et qu'aucun surveillant n'a le droit de saisir ce portable. Vous voyez un peu? Donc il faut que les parents aussi soient sensibilisés, qu'ils comprennent que le portable peut être utilisé par l'enfant, mais pas aux heures de cours. À l'école, ça doit être éteint si l'enfant vient à l'école avec, ou alors il laisse à la maison et après, il peut l'utiliser, faire ses recherches, faire ses jeux. Personne n'est contre. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, au vu du développement fait par Madame la directrice de l'association Sœur à Sœur, deux acteurs clés de l'éducation sont interpellés. Le premier, c'est les enseignants. Chers enseignants, vous devez comprendre, et vous le savez, je ne vous apprends rien, que vous devez être des modèles d'application des décisions de votre hiérarchie. La hiérarchie, c'est le ministère qui a dit pas question d'utiliser le portable en classe. Comment se fait-il que certains d'entre vous, certains enseignants utilisent le portable en classe? Et donc, nous avons tout intérêt à montrer le bon exemple du respect des décisions prises par nos autorités parce que cela va dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Et le deuxième acteur interpellé, c'est les parents. Certains parents, oui, voilà, certains parents qui trouvent anormal qu'on ait saisi le portable de son enfant en classe. Eh bien, on doit saisir le portable en classe. L'école fonctionne sur la base d'un règlement intérieur, sur la base d'une discipline. Si votre enfant s'inscrit dans l'indiscipline, eh bien, l'autorité ne peut que sévir. Et donc, s'il y a des parents qui trouvent anormal qu'on ait saisi le portable de leurs enfants, c'est à eux de parler à leurs enfants qu'il y a un test, il y a une décision et que cette décision doit être appliquée. Et donc, il a tout intérêt à laisser le portable à la maison ou alors, dès qu'il rentre dans l'environnement scolaire, il doit le couper. C'est ça. Et donc, nous espérons que tout ce que Madame a dit, a révélé, au vu de certains comportements des enseignants ou des parents, c'est tombé dans de bonnes oreilles.
Alors, nous le disions, l'objectif en fait de cette émission, c'est d'amener les acteurs de l'éducation, enfants et jeunes, à faire une exploitation pédagogique. D'amener les parents à mieux accompagner leurs enfants qui détiennent cet outil très important, ces terminaux, comme on les appelle, les terminaux, le portable, l'Android et autres. Voilà, il y en a beaucoup, les tablettes, c'est ça qu'on appelle les terminaux pour ceux qui ne connaissent pas cette expression. Alors, nous avons interviewé dans le cadre de cette émission un édupreneur qui nous rappelle ici ce que les parents doivent faire pour mieux accompagner leurs enfants, ce que les autorités aussi doivent faire pour mieux accompagner les enfants dans la meilleure façon d'utiliser le portable. Donc l'utilisation à des fins pédagogiques et l'utilisation à des fins éducatives. Suivons donc notre invité. Les élèves sont encore une fois soumis à un rythme de travail assez dense, déjà que l'année est assez spéciale. Et cette année particulièrement, il y a obligation de travailler avec les outils numériques. Mais n'oublions pas que nos enfants, déjà dès le bas âge, ont tous cette attirance-là avec tout ce qui est écran, avec tout ce qui est tactile. Et ils le considèrent comme un jouet, ils le considèrent comme un outil d'amusement, un outil de distraction. Donc aujourd'hui, leur dire de passer de la distraction au travail sérieux serait quand même assez compliqué. Je pense que le plus gros travail revient d'abord aux éducateurs eux-mêmes, aux parents qui doivent d'abord chercher à garder un contrôle strict sur les différents outils numériques. Il y a très récemment, j'étais de ceux qui disaient qu'il n'est pas question d'offrir un outil numérique, que ce soit un téléphone Android ou un ordinateur portable. J'étais de ceux qui disaient qu'il n'était pas question d'en offrir aux enfants en bas âge. Mais maintenant, je pense qu'avec la situation qui s'impose, il faut changer de fusil d'épaule. Les outils numériques sont aujourd'hui rentrés dans notre quotidien, sont aujourd'hui importants, sont aujourd'hui, j'ai failli dire, indispensables pour la réussite de l'enfant. Donc le parent doit tout faire pour garder le contrôle sur l'outil numérique qu'il offre à l'enfant. En quoi faisant? Il y a d'abord besoin de... on peut utiliser l'adresse mail. On peut utiliser les applications de clonage et beaucoup d'autres outils numériques qui existent pour garder le contrôle sur ce qu'on appelle le téléphone Android, la tablette ou bien l'ordinateur portable, afin que tout ce que l'enfant fait soit vu, surveillé et contrôlé par le parent. Il faudrait d'abord que les parents eux-mêmes intègrent le fait que l'outil numérique aujourd'hui n'est plus un outil d'amusement, mais un outil d'apprentissage, un outil éducatif. À côté de cela, les édupreneurs, c'est-à-dire tout le lot de ceux-là qui offrent des produits et des services pour tout ce qui est enseignement et éducation, se doivent de mettre sur le marché des contenus intéressants. Vous savez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Les enfants sont aujourd'hui attirés par tout ce qui est tactile, par tout ce qui est écran, essentiellement pour s'amuser. Mais si ce qui est là-bas peut leur permettre d'apprendre, alors offrons-leur justement ce genre de contenu-là. Les édupreneurs, les enseignants, les coachs, les répétiteurs, utilisez les outils numériques de manière créative. Proposez des contenus intéressants. En fait, commençons déjà par proposer des contenus. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas de présence en ligne, de présence sur les outils numériques. Et maintenant, lorsque vous êtes sur l'outil numérique, l'enfant suit déjà un cours qui est barbant, qui est ennuyeux en classe quand on parle de chimie, quand on parle de mathématiques. Quand il vient sur une chaîne YouTube et qu'il voit son enseignant qui propose une vidéo sur un chapitre de chimie, mais fait de manière intéressante, fait de manière assez créative, ça va l'intéresser, ça va l'amuser, ça va lui permettre de mieux comprendre le cours et ça va l'accrocher. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, aux autorités, ben écoutez, aidez-nous en diminuant les taxes. Voilà, c'est un plaidoyer. Aidez-nous en diminuant les taxes. Aidez-nous en nous permettant d'avoir accès, au moins le monde éducatif, qui puisse avoir accès justement à l'acquisition de tous ces outils-là à un prix très bas. On peut utiliser les outils numériques pour leur permettre d'avoir accès à plus de connaissances. Quand on prend par exemple des boîtiers intranet, quand on prend par exemple les Wi-Fi zones, quand on prend par exemple des tablettes qui ont des médiathèques. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup qui n'ont pas accès à des bibliothèques. Mais avec une seule tablette, il peut avoir accès à 1 millier d'ouvrages.
Je sais pas si vous voyez. Donc, il faudrait dès à présent proposer des contenus intéressants à tout ce beau monde-là et maintenant amener les apprenants sur un terrain de contrôle, sur un terrain très contrôlé, un terrain très très bien surveillé, amener les apprenants à adopter ces outils-là dans leur système d'apprentissage. Madame, je reviens à vous. Vous êtes saisie de ce dossier, j'allais dire, oui, c'est un dossier sérieux. Sérieux parce que, entre-temps, vous avez rappelé ce qui s'est passé en juillet dans certains établissements où les élèves ont fait diffuser des images sexistes sur la toile et ça a amené même l'autorité à prendre certains des élèves auteurs de ces images et ils ont subi des sanctions. Bon, heureusement, on les a graciés plus tôt que prévu pour leur dire de ne plus jamais répéter ça. Jamais, vous les élèves, jamais répéter ça. Alors, donc vous avez organisé plusieurs rencontres dans plusieurs villes, à Daï, à Gou, à Vaughan, et vous avez rencontré donc au cours de ces séances, vous avez eu à échanger avec les parents, avec les organisations de médias, les élèves eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut savoir véritablement les fondements de cette activité d'envergure, je peux dire, nationale? Ok, merci Monsieur Marcel. Je rappelle que cette activité se situe dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'appui des partenaires allemands, Action Météor et le BMZ. Et nous avons mis en place des comités de protection de l'enfant dans 4 préfectures que sont Agou, Dany, Vaud et Koza. Et donc, 2 fois par an, nous organisons des journées de réflexion sur plusieurs thématiques qui intéressent l'enfance et la jeunesse. Et donc, c'est suite aux événements de juillet que nous sommes dit à la rentrée bientôt, ou bien bon, nous sommes déjà à la rentrée, oui. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Et pour que ce qui s'était passé ne se répète plus. C'est ça. Et puis pour les sensibiliser, parce que je peux dire que beaucoup ont été choqués par cet événement. Et nous avons approché certains quand l'événement s'est produit, ils ont dit vraiment que ils ne s'attendaient pas de pareilles situations en milieu scolaire. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rassembler tous les acteurs qui sont intéressés par l'éducation de la jeunesse ou des ados, des enfants, autour d'une table pour réfléchir sur comment ils peuvent identifier des stratégies pour mieux sensibiliser les enfants. C'est pour cela que nous avons invité les acteurs de l'éducation, l'inspection, les chefs d'établissement, l'association des parents d'élèves, les leaders religieux, parce que eux aussi, ils sont en contact avec les fidèles qui ne sont rien d'autre que les parents. Il y a les élèves eux-mêmes et les médias pour réfléchir sur comment ils peuvent identifier des actions concrètes, des actions vraiment concrètes qu'on peut mener sans ressources même. Donc, si nous prenons par exemple les élèves, ils nous ont dit qu'ils vont eux-mêmes s'approprier les messages qu'ils ont reçus sur l'éthique en termes d'avantages et inconvénients ou opportunités et menaces dans leur utilisation pour eux-mêmes être des modèles auprès de leurs camarades, qu'ils iront restituer ces informations et faire des actions de sensibilisation de temps en temps avec leurs camarades. Et si nous prenons les chefs d'établissement, nous avons invité par exemple les proviseurs pour les lycées, les directeurs de CEG, certains surveillants eux-mêmes, parce que quand on parle de l'utilisation du portable à l'école, ce sont les surveillants qui sont ciblés par les élèves. Donc eux, ils nous ont promis que dès leur retour à l'école, ils vont restituer avec les collègues et profiter des activités parapédagogiques, les activités culturelles pour passer le message, pour que les enfants comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur refuser l'utilisation des terminaux au vu des avantages que cela présente pour eux, mais les sensibiliser sur les risques qu'ils courent en utilisant
ces appareils-là à d'autres fins, à des fins non éducatives. Par exemple, ils passent tout leur temps alors que les cahiers sont là, alors que quand on achète des mégas avec 200 francs, on peut compléter le cours qu'on a reçu. Oui, télécharger même de cours. Oui, maintenant, pour les autres acteurs comme les parents d'élèves, les responsables ou leaders religieux, ils vont transmettre le message à la population. Certains parents même ignorent les avantages des terminaux pour les enfants aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour ces personnes-là d'aller vers la population, de leur expliquer que nous sommes à l'heure du numérique et qu'il faut mettre en place des garde-fous. Il faut suivre l'enfant pour voir comment il s'en sert. Des gens sont allés jusqu'à demander est-ce que nous pensons que mettre à la disposition d'un élève un Android est une bonne chose. Nous avons répondu par l'affirmatif. Donc nous pensons que à travers cette activité, nous allons toucher aussi bien la cible directe que constituent les élèves et la cible indirecte qui est les parents d'élèves, pour que nous puissions parler un même langage en ce qui concerne l'usage des terminaux. Ok, alors vous avez fait Daïn, vous avez fait Agou, vous avez fait Vaughan. Les prochaines étapes, c'est où? Déjà en début du mois de décembre, nous serons dans la COSA pour la même activité. Ok, acteurs de l'éducation de la COSA, préparez-vous à accueillir l'association Sœurs à Sœurs, parce que tel qu'elle vient d'expliquer, c'est une œuvre très très utile, c'est une contribution civique très importante pour vous permettre, vous les élèves d'abord, de prendre conscience que l'interdiction des portables dans les classes, c'est une décision salutaire d'abord pour vous, et que les parents doivent vous accompagner, même s'ils vous donnent le portable, c'est pour qu'on vous montre comment vous pouvez l'utiliser pour faire des recherches, etc. etc. Alors, elle a dit tout à l'heure, il y a les surveillants aussi qui étaient à Agou, et un des surveillants a fait un témoignage que je me fais le plaisir de vous passer pour que vous puissiez écouter ce qu'il a dit. Zemba, on lui a donné rendez-vous là-bas. Moi j'ai écouté, j'ai dit à mon camarade, donne la permission. On lui a donné la permission. Un temps après, le surveillant, M. Adrien, est sorti, c'est pour aller voir la fille dans un bar. C'est à la suite du rendez-vous donné sur le portable. Pourquoi l'élève va apporter le portable à l'école? C'est sur Vibrant qu'il a eu à savoir qu'on l'appelle. Et elle a pris son portable. Elle est sortie au moment où le professeur est en train de dispenser le cours. Vous voyez? Est-ce qu'un parent qui va payer un écolage pour son enfant va vouloir que son enfant se retrouve dans un bac avec un inconnu? Et au retour maintenant, elle vient, la fiche de l'hôpital pour que tu puisses avoir ta fiche d'entrée. Après, la même fille était revenue à l'école avec des cicatrices, des coups de griffes, des ongles dans la figure. Moi, je ne vais pas donner le nom. Des gens en savent quelque chose. Vous voyez? Donc, elle est partie chez le copain d'une camarade. Vous voyez? Alors, chers élèves filles, faites beaucoup attention. Aujourd'hui, la promotion de la femme, le signal très fort a été donné par le gouvernement à travers la nomination d'une femme Premier ministre, d'une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est des signaux très forts pour vous dire, on veut compter sur vous, jeunes filles. C'est des signaux très forts pour vous dire, prenez-vous, chères jeunes filles, prenez-vous au sérieux. Parce qu'on a besoin de vous pour prendre des postes de responsabilité à des niveaux très élevés. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. On veut savoir quel est le message, Monsieur Fadou, quel est le message que vous avez à l'endroit des jeunes et des parents pour une exploitation pédagogique des TIC. Oui, merci Monsieur Maxel pour la question. Je pense que le message est unique. C'est une question de responsabilité et de prise de conscience. Il faut que les parents arrivent. C'est vrai que le système qui entoure l'utilisation des TIC, des terminaux dans nos pays africains ne nous permettent pas d'avoir un contrôle sérieux par rapport à l'utilisation de ces terminaux-là. Sinon, ailleurs,
il y a ce qu'on appelle le code parental, si vous voulez, pour que les jeunes puissent avoir l'accès et à un certain niveau que le jeune ne peut pas avoir accès à certaines informations. Mais nous, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser, de parler à nos jeunes filles sur l'utilisation efficace. Parce qu'on a tendance à penser que, les jeunes ont tendance à penser que c'est vrai que c'est numérique, on ne voit pas, et c'est comme si tout est permis à pouvoir se réaliser. Or, il faut le souligner, tout ce qui est sur le numérique ne se fasse pas, même si on a un semblant d'effacer à notre niveau, il y a des traces indélébiles qui restent. Donc il faut que les jeunes puissent avoir aussi ces informations-là pour pouvoir se positionner et utiliser ces terminaux à bon escient. Donc les parents doivent à chaque moment interpeller leurs enfants sur l'utilisation efficace et efficiente de ces outils-là. Aux jeunes, je pense que c'est vrai, nous sommes jeunes, nous sommes appelés à grandir, à devenir des responsables. Et ça, nos responsabilités résultent des actions que nous posons aujourd'hui. Je l'ai dit dans une activité avec les jeunes, le premier réflexe. Aujourd'hui, nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants, on va grandir. Mais le premier réflexe par rapport à tout ce qui est système pour avoir accès à l'emploi, le premier réflexe des recruteurs, c'est aller voir sur le numérique tout ce que nous faisons en tant que jeunes. Donc nous devons faire extrêmement attention dans l'utilisation donc, de ces terminaux-là. C'est vrai, on n'a pas besoin de s'envoyer des photos. Notre objectif en tant que jeune aujourd'hui élève, c'est de pouvoir réussir nos cours. Et nous devons mettre en place, en œuvre, toutes les stratégies qui doivent nous permettre de pouvoir réussir nos cours. Donc, c'est vrai, les nouvelles technologies de l'information nous permettent d'avoir d'autres sources d'informations dans ce qu'on peut appeler dans l'apprentissage que nous sommes en train de suivre. Nous pouvons avoir complété les cours à travers ces réseaux-là. Donc, nous devons être responsables sur ces réseaux. C'est une question de responsabilité. Donc, j'en appelle à la responsabilité des jeunes, des adolescents dans l'utilisation donc, de ces réseaux-là. Merci madame. Votre mot de fin? Oui, je voudrais d'abord commencer par les jeunes, surtout les jeunes filles, parce que c'est plus facile. Les jeunes filles pensent que c'est plus facile pour elles d'avoir ces terminaux. Et il suffit de se donner à un homme marié qui a les moyens et on t'offre un Android de dernière génération. Il faut qu'elles aient des visions et elles vont grandir, terminer leurs études, devenir de grandes personnes et se procurer elles-mêmes des portables de qualité. Donc qu'elles cessent de penser que pour un portable, je peux aller avoir des rapports sexuels avec un homme marié, avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Maintenant, venant même à l'utilisation de ces terminaux. Et si je reste toujours avec les jeunes, au vu de tout ce que cela présente comme avantage pour elles ou bien pour eux, on ne peut pas leur refuser de les utiliser, mais il faut qu'ils en fassent un usage à bon escient ou à des fins pédagogiques et cesser de poster leur vie sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps, sinon on a des exemples sous la main. Il y a certains jeunes, ce qu'ils mangent à midi est sur WhatsApp. Ce qu'il mange au dîner est sur WhatsApp. S'il trouve un petit copain, il est sur WhatsApp. 3 mois après, c'est un autre qu'on voit. Qui va accepter, malgré tout ce parcours que vous avez fait en balançant vos vidéos, tout ça là sur les réseaux sociaux, vous prendre comme épouse? Tout le monde veut avoir une épouse qui a un passé propre, si je peux ainsi dire. Mais tu as déjà tout vendu sur les réseaux sociaux. Personne ne voudra de toi. Donc, ils n'ont qu'à s'en servir à des fins pédagogiques. Et quand ils auront fini leurs études, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Je me rappelle, l'ancien président Barack Obama disait à des étudiants aux USA que si, pendant sa jeunesse, il avait mis toute sa vie sur les réseaux sociaux, il ne serait pas élu président des États-Unis. C'est vrai. Il faut que les jeunes comprennent que quand on va te promouvoir même comme ministre, président de l'Assemblée, on va regarder un peu ton passé. Et donc, si toute ta vie, surtout ta vie privée, ta vie sexuelle est sur les réseaux sociaux, tu n'auras rien. Et pour venir à leurs études, aujourd'hui, ils ont tout pour réussir. Tout à fait. L'essentiel, c'est de savoir comment s'en servir. Je parlais tantôt des bibliothèques en ligne, des cours qu'ils peuvent télécharger, des chapitres que l'enseignant n'a même pas encore fait, qu'ils peuvent télécharger et apprendre. Au lieu d'aller faire les vidéos pour aller montrer sur les réseaux sociaux, ils ont intérêt à l'utiliser à des fins pédagogiques. Maintenant, venant aux parents, on en a déjà parlé, mais je voudrais que les parents aillent à l'information. Il y a beaucoup de choses sur l'éthique que beaucoup de parents ignorent. Les parents ne savent pas qu'on peut même utiliser leur identité pour aller commettre des actes. Donc si eux-mêmes n'en savent rien, ils ne pourront pas conseiller ou sensibiliser leurs enfants. Donc il faut qu'ils aillent à l'information. Le collègue parlait tantôt de code parental. Même pour la télé, pour aller faire les abonnements, on peut demander à ce que certaines chaînes seulement soient accessibles à l'enfant. Quelqu'un nous disait à Dany la dernière fois de faire un plaidoyer pour qu'on puisse supprimer la chaîne Novelas. On n'a pas besoin de la supprimer. Le parent peut veiller à ce que l'enfant ait accès seulement aux dessins animés si c'est les tout petits, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous montrons, nous montrent les médias ne contribue pas à l'épanouissement total de l'enfant. Et nous devons être avec eux. Il faut que nous comprenions le monde des enfants. Il ne sert à rien de dire je ne veux pas acheter comment l'appelle-t-on, un portable à mon enfant. Il y a des enfants qui vont jusqu'à cotiser leur petit déjeuner pour se procurer des tablettes ou des androïdes qu'ils cachent dans leurs affaires. Et quand le parent découvre, il tombe des nues. Donc, il faut que nous soyons à l'écoute de nos enfants. Pas seulement pour l'utilisation d'éthique, l'éducation sexuelle en général. Parce que le jour où nous allons découvrir que notre enfant a posté des choses sur les réseaux sociaux, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, nous devons être à l'écoute de nos enfants, échanger, comprendre leurs préoccupations sur tous les plans. Si l'enfant a des difficultés dans tel ou tel domaine, c'est notre devoir de l'aider à s'en sortir. Au lieu de dire que moi, chez moi, là, ça, ceci et ceci ne passe pas. On a intérêt à collaborer, à être à leur écoute, à comprendre leurs préoccupations. Sinon, ils iront vers leur père et c'est des informations qui ne sont pas utiles qu'ils vont aller recevoir. Merci madame. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez tout retenu. Hein? Alors, je tiens à dire merci à la directrice exécutive de l'association Sœur à Sœur. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci, Monsieur Fadou, d'avoir accepté de venir partager toute l'expérience que vous avez dans le travail que vous faites avec les jeunes à la maison des jeunes de Lomé. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, nous aussi, nous vous disons merci de nous avoir acceptés chez vous. Tout est dit. Je ne vais pas me répéter, mais véritablement tout est dit. Est-ce que vous êtes enfant? Vous êtes jeune, vous êtes enseignant, vous êtes autorité, ou bien vous êtes parent d'élèves. Chacun a pris sa part dans tout ce qui a été développé par mes invités et ce que nous avons interviewé au cours de cette émission. Alors, nous terminons pour dire que nous voulons que les jeunes, préparer les jeunes à agir par conscience du devoir et non par peur des sanctions. On n'a pas besoin de vous sanctionner, mais nous voulons que vous soyez à l'écoute des parents,
à l'écoute des enseignants, à l'écoute des autorités et à agir selon les conseils qu'on vous donne parce que tout va dans votre intérêt en tant qu'enfant. Tout ce qui est en train de se dire va dans l'intérêt supérieur de vous en tant que jeune. C'est sur ces mots que moi je vous dis au revoir, mais les enfants que vous avez vus au début de l'émission vous diront au revoir de leur manière. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.